pour faire de l'histoire, en 1910, on avait 3 millions de salariés. Au moment de 36, il y a à peu près 9 millions de salariés. À la Libération, à peu près 11-12. En mai 68, 12-13. Et aujourd'hui, on est 30 millions. Et c'est quand on est 30 millions qui remettent en cause le salariat. Normalement, on ne devrait pas se laisser faire. On est beaucoup plus puissant que dans le siècle entier. Et où on leur a imposé la construction du salariat et imposé de l'emploi, et imposé des droits, et imposé du code du travail, et imposé des salaires. Et ce choc entre Macron, son idéologie, et ce qu'est la force du salariat, nous devrions normalement le gagner. 30 millions de salariés. Travailler mieux, moins, tous, et gagner plus. C'est le programme de la gauche démocratique et sociale, on doit pouvoir en discuter. Travailler mieux, ça veut dire des CDI, pas des CDD, pas des précaires, pas des intérimaires. En France, actuellement, 85% des contrats sont des CDI. C'est énorme. Même entre 29 et 54 ans, il y a 95% des contrats qui sont des CDI. Pour raison simple. Même les entreprises qui font le plus de propagande pour la flexibilité, la souplesse, etc., elles ont besoin de salariés fiables, stables. Les salariés qui produisent le mieux, c'est ceux qui sont les mieux formés, les mieux traités et les mieux payés. Et s'ils ne trouvent pas aujourd'hui, ils font semblant de ne pas trouver du travail, ils ont qu'à bien les payer. Ils trouveront tous les salariés qu'il faut. Et mieux, ça veut dire pas de travailleurs détachés qu'on sous-paye ici et qu'on fait venir de tous les pays européens, avec une différence avec le salarié français, c'est qu'ils ne touchent pas le salaire brut de la même façon. Et que donc ils ont en fait un salaire bas et que c'est une aubaine pour les patrons. Pas de salariés détachés de travail. C'est une suppression immédiate, unilatérale sur ce point-là. Travailler mieux, ça veut dire fixer un quota dans les entreprises au maximum 5% de précaires. Alors, disons-le en positif. Pas plus de 5% de non-CDI. Même Madame Merkel, avec le SPD allemand, a fini par adopter dans la loi qu'il n'y ait pas plus de 2,5% de précaires par entreprise de plus de 300 salariés. On doit pouvoir l'imposer ici, si Madame Merkel le fait là-bas. La troisième chose, c'est réguler la sous-traitance. On a 1000 entreprises de plus de 1000 qui font 50% du produit intérieur brut. Vous vous rendez compte de l'importance ? Ou en bas, vous avez 1 million d'entreprises de moins de 10 qui sont presque toutes sous-traitantes des 200 000 ETI, PMI, PME, dont la moitié dépendent totalement de leur sort des 1000 du haut. C'est très hiérarchisé, la pyramide des entreprises en France. Si vous régulez la sous-traitance, vous régulez considérablement les moyens des donneurs d'ordre de faire baisser les prix, d'utiliser des précaires, de tricher partout. Et donc, la meilleure façon, c'est un seul niveau de sous-traitance. Responsabilité juridique, financière, économique et pénale des donneurs d'ordre par rapport à tous ceux qui sont sous leurs ordres. L'alignement de la convention collective des sous-traitants sur la convention collective du donneur d'ordre pendant la mission exercée. Et la reconnaissance des unités économiques et sociales, de façon à ce que tous les droits des salariés s'exercent et ne soient pas contournés parce qu'ils ont 1000 entreprises et il n'y a que 5 salariés dans chaque, donc ils n'ont pas besoin de comité d'entreprise, bien qu'ils en aient 5000 en fait. Donc il y a un système de lutte contre la sous-traitance qui permet de travailler mieux. Travailler moins, on est tous d'accord. On chiffre, 32 heures. Parce que si on ne dit pas de chiffre, les gens n'y croient pas. Il faut avoir un objectif. Et il faut le dater, c'est tout de suite. Et il faut montrer aux gens la direction. Pourquoi on parle de 28 heures ? Parce que ça viendra. Parce que c'est dans ce sens-là que se fera. Parce que, après tout, le baratin principal qu'on nous sert, c'est que les plateformes vont nous supprimer le travail. Enfin, c'est vieux comme la lune, ça. Parce qu'ils nous ont déjà dit ça pour la vapeur, pour l'électricité, pour l'automatisation, pour l'informatisation. À chaque fois, ça fait supprimer des métiers. Mais en fait, ça en crée d'autres. Ça fait un autre système d'organisation sociale autour. Et donc, en fait, il n'y a aucune fatalité à croire que le développement technologique supprime des emplois. Au contraire, il en crée. Et c'est de cette façon-là qu'on peut avancer en partageant le travail. Et le partage du travail, c'est le partage des richesses. C'est le partage des richesses. Et donc, c'est là qu'on peut dire qu'on travaille tous en gagnant plus. Parce que le salaire bloqué depuis 30 ans, avec les marges qu'ils font là,
On a tellement de chiffres à citer que ça se bouscule dans nos têtes. Enfin, là, les milliardaires qui ont gagné 439% de plus pendant la pandémie, le CAC 40 qui a fait son meilleur mois en novembre 2020 depuis 30 ans, l'ensemble des entreprises du CAC 40 qui ont fait leur meilleur semestre depuis 20 ans, le développement des milliardaires en France, et la France est très compétitive avec Macron du point de vue du développement des milliardaires et des chômeurs en même temps, parce que l'un et l'autre vont de pair. Hein, on ne peut pas être milliardaire et honnête. Parce qu'il faut mettre en cause le patronat. On nous dit dans la télé, les patrons vous donnent du travail. Un patron ne donne jamais rien à personne. Vous lui vendez la force de travail, la vôtre, il l'achète, il fait une marge dessus, et la logique du système veut que la marge soit le plus maximum possible. C'est vous qui payez votre patron, et pas l'inverse. Une fois qu'on a compris ça, on peut discuter le salaire dans les meilleures conditions de travail, avec un partage du travail équivalent à un partage des richesses. Parce que là, à partir de ce moment-là, vous pouvez dire on augmente les salaires. Il ne faut pas avoir peur de dire on les augmente massivement. Leur démagogie ne vaut rien. Aujourd'hui, les dividendes, nous le savons, dépassent absolument tout. La concentration de la finance, c'est 147 groupes au niveau international qui détiennent à peu près le sort de toutes les multinationales qui elles-mêmes détiennent le sort de chaque pays. Et donc, si vous voulez vous battre, commencez par augmenter en bas le salaire, pour leur reprendre ce qu'ils nous prennent sur notre travail. Et je ne sais pas la meilleure façon de nous battre contre le capital que d'augmenter les salaires. C'est un mot d'ordre, il nous le noie ce mot d'ordre. Pouvoir d'achat, taxes, etc. Augmenter le salaire net et brut. Pas de prime, pas d'aumône, ne nous détournez pas. Le salaire, c'est celui de notre travail. On le mérite. Et donc, c'est ça qui doit augmenter dans la dispute entre nous et le capital. Et face au patronat qui, lui, veut toujours éviter de payer le salaire et contourne de toutes les façons les obligations pour le faire, comme je l'ai dit précédemment, par la précarité, par les travailleurs détachés, par la sous-traitance et par tout ça. Et donc, on doit pouvoir arriver à ce qu'il y ait l'augmentation des salaires au cœur de notre programme. Que ce soit la première chose, on arrive au pouvoir, le SMIC passe à 1800 €. On arrive au pouvoir, les salaires augmentent. Et il n'y a pas que le SMIC, parce qu'on peut arriver à ce que les salaires qui sont déterminés par les conventions collectives, dans lesquelles il y a des niveaux, des coefficients et des échelons, et qui de cette façon-là répercutent la hausse du SMIC, avec des négociations annuelles obligatoires qu'on peut parfaitement réimposer et contrôler, parce qu'on peut parfaitement contrôler l'extension des conventions collectives, et donc ce qu'il y a dedans. Et donc il est possible de bousculer la hausse des salaires d'un seul coup. Et là, vous avez on a tout le soutien de tout le salariat pour faire la République sociale, pour faire la 6e République, pour la faire parlementaire, pour la faire féministe, pour la faire écologique, pour la faire pacifique, pour la faire internationaliste, et pour faire que ça soit celle des humains et non plus celle de la finance. Et dans ce pas, je termine là-dessus, puisque dans ce échange, à un moment donné, tu voulais qu'on parle de la sécurité sociale. C'est lié au salaire. Et la question de la santé aujourd'hui, on le sait tous. Il faut dépenser plus, on ne sait pas si on n'est pas dans l'ère des pandémies. Mais peu importe, parce qu'on doit prévenir. Il faut avoir peur de la maladie, il ne faut pas la sous-estimer. C'est comme dans un chantier. Vous obligez les gens à porter un casque et des chaussures de sécurité, même si le danger n'est pas immédiat, parce qu'ils vont se cogner la tête, ou parce qu'ils vont se déplacer, ils vont recevoir quelque chose. Quand on a des dangers, il faut les grossir, pas les diminuer. Et il faut exiger la prévention et la mise en œuvre de ce qu'il faut comme moyen. Et ça, c'est là que les dizaines de milliards pour la recherche ont manqué, les dizaines de milliards pour les hôpitaux ont manqué, et c'est ceux de notre sécurité sociale dont les cotisations sont bloquées depuis plus de 30 ans. Et je suis contre les complémentaires, je suis contre les mutuelles supplémentaires. Il y a 400 mutuelles en France qui se concourent en mettant des affiches à la télévision qui nous coûtent des millions et qui donnent un panier de soins particulièrement restreint, alors que les cotisations augmentent. Une seule sécurité sociale, une seule cotisation pour tout le monde, avec la réélection aux caisses de sécurité sociale, parce qu'il faut une sécurité sociale démocratisée, où les syndicats ont la possibilité à nouveau de présenter des candidats, de discuter des programmes. Et permettez-moi de dire que s'il y a une campagne électorale pour savoir quel doit être le programme dans les 5 prochaines années à venir à la sécurité sociale, ceux qui veulent plus cotiser, plus payer, ils vont en prendre plein la tête.
ça sera les syndicats qui la défendent le mieux qui gagneront. Et ça sera une bonne échéance démocratique. Et je suis pour des élections à la sécurité sociale tous les 5 ans, un jour férié, et que celles-ci soient ainsi prises en main par ceux qui cotisent. C'est alors la majorité de notre classe sociale. 88% des actifs. Alors vous me direz les indépendants, ils sont 12%. Ne les négligez pas, parce que c'est vers là qu'ils orientent ceux qui vivent du salariat. Il y a 16,6% des indépendants qui sont pauvres, plus que dans le salariat. Et les indépendants en question, c'est une exclusion de la sécurité sociale. Il ne faut pas les laisser, il faut que la sécurité sociale soit universelle, en plus d'être démocratique et en plus d'être renforcée.